Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver, enfin non pas de vous retrouver parce que vous êtes tout jeune, mais de revenir à ce congrès qui est très réussi année après année et à partager un moment, mon expérience, mon expertise et surtout répondre à vos questions. Donc ce matin, on va parler d'anesthésie périmédulaire. On va voir ensemble tout ce qui est inclus dans les anesthésies périmédulaires, mais en tout cas, j'espère qu'à la fin de votre formation, peut-être pas à la fin de la journée, vous ne tiendrez jamais votre seringue, comme le fait cet acteur dans ce film digne d'un ciné-club pour vous. Alors, les anesthésies périmédulaires, vous voyez un petit peu où ça se situe. Il y a l'anesthésie générale, il y a l'anesthésie locale et l'anesthésie loco-régionale. Donc les anesthésies périmédulaires font partie des anesthésies loco-régionales et on va parler ce matin de tout ce qui va concerner l'arachy-anesthésie, l'anesthésie péridurale et l'anesthésie péri-rachie combinée. On dira un petit mot peut-être également de l'arachie continue. Donc au départ, au commencement, il y a eu l'arachie. C'était il y a très très longtemps. Un monsieur dont on reparlera, il est connu, vous le connaissez peut-être, parce qu'il s'appelait le docteur Tuffier. Ça vous parle, Tuffier? La ligne de Tuffier? On en reparle. En 1901, effectivement, a décrit comment réaliser une rachis-anesthésie. Une rachis-anesthésie, vous savez, un peu comme une ponction lombaire, sauf qu'au lieu de prendre du liquide, on en injecte. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace comme anesthésie. Pour une chirurgie plutôt du bas du corps, c'est sûr que c'est limité en termes de diffusion. Ça a donc un rapport coût-bénéfice assez favorable. Particulièrement dans certains environnements, il y a des endroits en Afrique où on va pouvoir endormir qu'avec des rachis-anesthésies faites par des infirmiers anesthésistes au mieux. Également dans certaines situations cliniques. Je ne pense pas que vous les ayez déjà rencontrées, mais croyez-moi, ce n'est pas facile. Dans ces cas-là, effectivement, la rachis-anesthésie peut être une alternative vraiment intéressante. Ou alors quand le timing n'est pas favorable. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais vous savez, le chirurgien orthopédique qui, à 2 h du matin, a une fracture, ouverte de préférence, et vous dit « I want to fix it ». Eh bien, votre patient pas à jeun, vous serez content de pouvoir lui faire une anesthésie rachis ou périmédulaire. La rachis, finalement, c'est très facile à faire, et quand on s'intéresse à l'anatomie, c'est un peu compliqué. Vous voyez, je vous fais c'est pas un petit schéma, c'est un petit dessin de l'anatomie, parce que vous faites partie d'une génération qui devrait également savoir repérer l'endroit où vous allez piquer sous échographie. Et c'est cette anatomie-là qu'il faudra connaître pour ensuite être capable de manier l'échographe en périmédulaire. Alors on a dit que c'était facile, qu'effectivement on allait passer entre deux apophyses épineuses et puis qu'on arriverait dans l'espace donc rachidien, qu'on appelle aussi intratécal, qu'on appelle aussi sous-arachnoïdien, on va y revenir. Et dans cet espace-là, vous savez qu'il y a du LCR et vous savez qu'il y a la moelle aussi. Alors attention à votre chemin, parce que la moelle elle descend jusqu'en L2 au moins, et chez d'autres encore plus bas. Donc le risque de traumatisme médulaire quand on fait une rachis, il faut quand même y penser. Donc comment connaître le bon niveau pour être sûr qu'on est justement assez loin de L2, là où potentiellement la moelle s'arrête, et puis je dirais même qu'on aimerait bien être quand même bien en dessous de L3, L4. Eh bien effectivement, il y a une ligne. Alors je vous la présente parce que c'est la ligne de Tuffier, le monsieur dont on parlait tout à l'heure. Et cette ligne est décrite comme étant la ligne qui va croiser quand vous avez déjà fait peut-être pour faire une ponction lombaire, les épines iliaques supérieures, et vous allez joindre vos mains de façon horizontale et croiser soit l'apophyse de L4, soit l'espace interépineux L3, L4. Donc là, elle est parfaite. C'est sûr que si votre patient était à la fois mince et tatoué comme ça, vous n'auriez pas de souci. C'est rarement le cas. Donc on sait, je ne vais pas vous faire le détail, mais on sait d'expérience plusieurs choses. Déjà qu'on se trompe. Et on se trompe d'autant plus souvent qu'on est sur des patientes enceintes. Vous voyez, la patiente enceinte, en général, a pris un peu de poids. Donc finalement, ça rehausse ses hanches. Et également, elle est souvent dans un lit qui est mou. Donc tout est réuni pour qu'on se trompe. Puis on se trompe aussi des fois parce que de façon naturelle, cette fameuse ligne de Tuffier ne correspond pas exactement à l'interespace dont on pensait, qu'on pensait voir. Donc, gardez en tête que cette ligne, certes, est une base, mais n'est pas complètement... dans 90% des cas, on se trompe, grosso modo. Donc, effectivement, vous allez apprendre probablement à repérer l'espace périmédulaire grâce aux appareils d'échographie. Je ne vous ferai pas le détail maintenant, mais gardez-le en tête. Et effectivement, je pense que l'échographie vaut mieux que les yeux de la foi.
Pour la technique, c'est une technique assez simple. Donc, comme les ponctions lombaires que vous avez pu déjà faire, vous vérifiez qu'il y a bien un reflux et vous injectez un mélange qui, classiquement, va contenir à la fois un anesthésique local et un morphinique. D'accord ? Faites attention toujours à la taille de vos aiguilles et au biseau de vos aiguilles. Effectivement, vous savez ce que c'est la complication de la ponction lombaire? Vous en avez déjà eu? Les céphalées qu'on appelle post-brèche durmérienne. On a fait un trou dans la durmère et du coup, le patient a perdu du liquide céphalo-rachidien et souffre de céphalée. Eh bien, on sait que ça, c'est lié à la fois à la taille du trou, de l'aiguille, et à la forme du biseau. D'accord ? Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération quand on choisit une aiguille pour faire une rachianesthésie. Sachez que ces céphalées vont survenir plutôt chez un patient jeune, plutôt une femme et plutôt longiligne. Donc, c'est sûr qu'à 90 ans, un peu gros, vous aurez le droit de prendre une aiguille avec un plus gros calibre parce que la technique sera facilitée. On a parlé de ce qu'on mettait dedans. Alors, une fois que vous avez mis des anesthésiques locaux dans l'espace rachidien ou intratécal ou sous-arachnoïdien, ça va induire des blocs. D'accord ? L'idée, c'est d'aller bloquer des racines nerveuses. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 différents types de racines nerveuses, donc 3 différents types de blocs? Il y a le bloc qu'on appelle sympathique, vous voyez ce qui fait la tonicité vasculaire. Il y a le bloc qu'on appelle sensitif, je sens le chaud, je le sens pas. Et enfin, il y a le bloc moteur, je bouge pas. D'accord ? Et ces 3 blocs-là arrivent de façon successive en fonction de la quantité d'anesthésiques et de la qualité, de la concentration d'anesthésiques locaux que vous allez mettre. Donc sur une rachianesthésie, à peu près à tous les coups, si vous mettez des anesthésiques locaux, vous aurez les 3 blocs. D'accord ? Celui qui peut nous embêter, c'est le bloc sympathique. Le bloc sympathique, c'est celui qui fait que, effectivement, vous avez une vasodilatation et que potentiellement, il y a des patients qui ne vont pas trop bien supporter que vous leur baissiez leur précharge et leur post-charge. Donc, du coup, il faut faire attention avec la rachianesthésie chez les patients fragiles. Gardez ça en tête. Donc, finalement, si on résume cette rachianesthésie, c'est facile à faire, ça s'installe rapidement, c'est efficace, c'est intense, c'est homogène, donc quand même, ça a beaucoup de qualité. Et par contre, on va garder en tête qu'on a un bloc sympathique qui s'installe très vite, donc une vasoplégie qui s'installe très vite. Certains patients ne vont pas le supporter ou pas bien le supporter. Et puis, c'est limité en temps, je ne peux pas réinjecter. Qu'est-ce que je fais là? Je sais que j'en ai pour 1h30, 2 heures d'anesthésie. Mon chirurgien, il ne s'en sort pas avec sa fracture ouverte. Donc, il faut pouvoir anticiper ce genre de situation, on y reviendra. Donc, pour obtenir un effet prolongé sur une anesthésie périmédulaire, je vous proposais de réinjecter en rachis. La version passoire, non, c'est vraiment pas un bon conseil. Donc là, si on veut une anesthésie qui dure plus longtemps, on va parler anesthésie-analgésie après. Donc une anesthésie qui dure plus longtemps, on va être obligé d'aller glisser un petit cathéter par lequel on va pouvoir réinjecter du produit. Donc glisser un petit cathéter en rachis, celle dont on vient parler, vous savez, on est passé de l'autre côté de la durmère, on est dans l'espace intratécal. Là, pour le fait, le cathéter, aussi petit soit-il, le trou est gros. Ça marche bien. Mais on ne peut pas offrir ça de façon régulière, en tout cas de façon large aux patients, parce qu'il y a une incidence de céphalée très très importante, une maniabilité pas toujours simple, et c'est quelque chose effectivement qui doit être surveillé de très près. Donc, si on veut mettre un cathéter et que finalement cette option d'aller le mettre en rachianesthésie est pas la meilleure, on va reculer un petit peu en anatomie. Si vous regardez le petit schéma anatomique, donc en jaune, vous avez cet espace qui est noté sous-arachnoïdien, qui est intratécal, enfin bref, c'est la rachie, d'accord, qu'on est là. Vous avez ensuite la durmère. En réalité, la durmère, elle n'est pas toute seule. Il y a 2 membranes, la durmère et l'arachnoïde. Vous les avez appris dans vos cours d'anatomie. Les 2 sont collés, d'accord ? Et des fois, ça se décolle et on glisse le cathéter dedans. Galère, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Et ensuite, on vient encore un petit peu en arrière donc, de cette membrane et on a là l'espace péridural. D'accord ? Alors, soit vous connaissez le mot des péridurales, c'est sûr que vous en avez entendu parler. Ça représente en France 80% des accouchements, l'analgésie péridurale. Donc, on va parler de cette analgésie péridurale. Si on reprend une vue échographique, alors là, pour le fait, on va rester à l'extérieur, d'accord, de l'espace rachidien. Donc, ce risque de traumatisme de la moelle, il n'est plus là, ok ? Donc, ça permet de poser une péridurale sur des étages très différents.
Si vous faites une chirurgie cardiaque, par exemple, on peut envisager de mettre une péridurale thoracique. D'accord ? Si vous faites une chirurgie pelvienne, on mettra une lombaire haute. Donc, l'espace péridural est accessible à pratiquement tous les niveaux. Péridurale cervicale, il y avait un vieil anesthésiste, quand moi j'étais interne, qui les faisait. Mais depuis, je ne suis pas certaine que beaucoup s'y soient risqués. Donc, on restera quand même en thoracique et lombaire. Voilà l'aspect échographique, toujours. Alors, l'aspect échographique, je ne vais pas vous le détailler. C'est vrai que c'est toujours pareil quand on se dit, on a une espèce de dogme. Si les ultrasons sont passés, peut-être une chance que mon aiguille passe aussi, d'accord ? Parce que des fois, c'est difficile à poser. Et donc là, ce qui me fait penser que les ultrasons sont passés, c'est tout ce qui est en bas de l'image, qui s'appelle le complexe antérieur, c'est-à-dire qu'à partir du dos de la dame, j'arrive à voir le corps vertébral antérieur. Donc, a priori, les ultrasons sont bien passés. Jusque-là, ils sont revenus. Donc, il y a une chance quand même qu'il y ait un passage et que peut-être j'arrive à le prendre moi avec mon aiguille. Je vais passer ça. Voilà, ça sert, vous voyez, des fois dans certaines situations, cette patiente-là, elle avait été opérée du rachis. On ne savait pas trop s'il y avait des remaniements, s'il y aurait des difficultés de ponction. Et là, c'est vrai qu'un coup d'écho dans les deux sens et on a pu mettre la péridurale du premier coup. Donc, c'était assez sympa. Donc, une fois que vous êtes dans l'espace péridural, que vous avez réussi, est-ce que j'ai parlé de la technique, là, un petit peu, que je vous raconte comment on fait quand même. Comment on fait pour aller dans l'espace péridural ? Comme la rachis, je mets une aiguille, choum. Ah non, l'idée, c'est qu'il faut que je m'arrête avant d'être en rachis. Vous vous souvenez du dessin. Donc, comment je vais faire ? Cet espace péridural, effectivement, n'a pas la même pression que le reste des tissus. Et par conséquent, c'est là où on utilise une seringue remplie de sérum phi. Vous l'avez déjà vu peut-être faire, je ne sais pas. En tout cas, vous le verrez, ça c'est sûr. Donc, une seringue remplie de sérum physiologique avec une aiguille qu'on appelle l'aiguille de Thioï, qui a un bon diamètre. C'est pour ça qu'on n'aime pas du tout faire des trous dans la dure-mère avec cette aiguille-là, parce que ça fait très, 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 très mal à la tête. Et donc, on va faire une technique qu'on appelle de perte de résistance, puisque ce n'est pas la même pression. Le changement de pression, on va s'en rendre compte quand on arrive avec notre seringue. Donc, en partant de la sous-peau, on dira, pas de la peau, on va, en se mettant en charge sur cette seringue remplie de sérum phi, avancer tranquillement jusqu'à avoir une perte de résistance qui traduit l'arrivée dans l'espace péridural. Là, on s'arrête, on fait passer un petit cathéter qu'on va laisser installer à cet endroit-là, on retire l'aiguille, et on fixe bien sécuritairement. Fixation, hyper important. Quand la patiente est à 8 cm de dilatation et qu'on se rend compte que le cathéter de péridurale, en réalité, il est reparti dans le lit et qu'elle hurle, je vous assure qu'elle vous en veut. Donc, ça paraît bête, mais c'est hyper important. Donc, on a vu pour la technique, donc ça y est, notre cathéter, il est dans l'espace péridural. Comment ça marche ? La rachis, ok, on avait la moelle, on avait les racines, on mettait des produits, ça allait dessus, ça marchait, ça faisait un blocage nerveux. L'espace péridural, on pourrait dire que c'est un peu comme la rachis LP. Il faut que vos anesthésiques locaux, ils passent dans l'espace intratécal, c'est-à-dire qu'ils passent à travers les différentes membranes et qu'ils aillent de la même façon imprégner ces nerfs. Donc ça va circuler quand vous allez injecter, vous voyez, c'est circulaire, donc ça va circuler de façon circulaire dans l'espace péridural. Ça va sortir un peu par les trous de conjugaison, on en perd un peu, et puis ça va aussi monter et descendre, diffuser longitudinalement dans votre canal. Ok ? Donc on va avoir un passage lent via ces différentes membranes jusqu'aux racines nerveuses. C'est pour ça que l'anesthésie péridurale seule est très efficace pour l'analgésie. C'est des fois un petit peu plus compliqué quand on veut faire de l'anesthésie. Parce qu'on a un patient, on voudrait que ça marche vite et fort comme la rachis. Et puis deux, parce qu'effectivement, on est dépendant de ce passage de membrane. Donc déjà, est-ce que vous savez la différence entre, je vais la chercher, entre anesthésie et analgésie ? L'anesthésie, c'est vraiment le fait d'arriver à bloquer les 3 types de nerfs dont on a parlé tout à l'heure de façon intense pour avoir une anesthésie chirurgicale. Le patient, il ne bouge pas, il ne sent pas, il ne sent même pas qu'on le touche. L'analgésie, on va vouloir que le patient, il ait juste plus mal, mais qu'il bouge, qu'il puisse faire sa rééducation, que ma femme enceinte, elle puisse marcher. Donc là, on va avoir des attitudes, en tout cas des ambitions différentes. Alors, on a vu qu'on glissait un cathéter dans un espace. Comment je peux être sûre que j'y suis dans cet espace ? Finalement, où est-ce que je pourrais être si je n'étais pas dans l'espace péridural ? C'est là où il faut garder en tête qu'on peut quelquefois ne pas être dans l'espace péridural. Alors, si vous êtes parti dans un muscle paravertébral, ce n'est pas très grave. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet espace péridural ? Il y a des vaisseaux
Et il y a également tout près la dure-mère et l'espace rachidien dont on a parlé. Donc effectivement, quand on pose une péridurale, il faut toujours garder à l'esprit que peut-être, elle peut être partie dans un vaisseau, ou que peut-être, mon cathéter, il peut être allé un peu trop loin dans l'espace intratécal. Si mon cathéter est dans un vaisseau, ça fait quoi? Les anesthésiques locaux en intraveineux, vous en avez mis souvent pendant vos stages d'externe? Non, pas terrible. Je vous avoue, pas terrible. Donc effectivement, le risque, c'est à terme, quand on va faire des injections répétées dans ce cathéter de péridurale, d'avoir une toxicité, donc d'avoir des signes cliniques, voire une toxicité vraie aux anesthésiques locaux. En intratécal, ça parle plus vite. C'est-à-dire que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais en péridurale, comme on est à l'extérieur des membranes et qu'il va falloir traverser ces membranes et que seulement un petit peu de mes anesthésiques locaux vont traverser, je vais mettre des doses plus fortes qu'en rachis. Alors si je suis en rachis et que je crois que je suis en péridurale, je vais avoir ce qu'on appelle un bloc neuraxial haut, c'est-à-dire que d'un seul coup, je vais me retrouver avec une rachis gigantesque alors que je croyais avoir mis une petite dose en péridurale. D'accord? Donc, on y pense. Comment on s'en rend compte? Quand on pose ce cathéter, une fois qu'on a ce cathéter, la première chose, déjà, on le met en déclivité. On regarde s'il n'y a pas du sang qui revient, s'il n'y a pas du liquide qui revient. Des fois, il y en a un petit peu. Alors, on prend une seringue, une petite seringue, on aspire légèrement. S'il n'y a pas de sang, c'est vrai que c'est rassurant. S'il y a du liquide chaud qui arrive, c'est pas bon ça. Hein. D'accord? Donc, il y a ce premier test qui s'appelle le test aspiratif. Et ensuite, certains font une dose test, c'est-à-dire ils utilisent des produits qui vont essayer de démasquer si on est en rachis ou si on est dans un vaisseau. Pour les vaisseaux, c'est de l'adrénaline, donc une petite dose d'adrénaline. Et pour la rachis, c'est une petite dose d'anesthésique locale d'action rapide. Et effectivement, on va démasquer. Si d'un seul coup, le patient il dit « Oula, ça marche super bien, je peux déjà plus bouger les genoux alors que vous avez fait 3 ml de lido », vous n'êtes pas en péridurale. En intravasculaire, c'est plus difficile parce que l'adrénaline, en particulier chez mes femmes enceintes par exemple, entre une contraction qui l'a fait monter à 120 et un peu d'adrénaline qui l'a fait monter à 120, difficile de savoir qui fait quoi au niveau de cette patiente. Donc c'est pour ça que plein de gens, surtout en anesthésie obstétricale, n'utilisent plus la dose test, cette fameuse lidocaïne avec de l'adrénaline. Mais il faut quand même tester son cathéter. Donc l'anesthésique locale qu'on utilise pour faire une péridurale, ça fait l'affaire. C'est-à-dire une première petite dose. Si votre patient a un bloc moteur, si votre patiente a un bloc moteur, qu'elle ne bouge plus les genoux, d'un seul coup, elle dit « Oh là, c'est merveilleux votre truc, docteur, vous avez fait 3 cc, elle est déjà calmée avec un bloc jusque-là », vous n'êtes pas en péridurale. Donc ça, cette péridurale-là, on ne s'en servira pas, on va retirer ce cathéter. Pour l'intravasculaire, c'est un peu plus touchy. Comment vous feriez pour savoir si vous êtes dans un vaisseau ou pas? Difficile. Alors, il y en a qui me disent, c'est pas dur, hein, ça ne va pas marcher. C'est vrai. Si vous mettez des anesthésiques locaux dans un espace péridural et que ça part tout dans un vaisseau et que ça circule, votre patiente, elle ne sera pas calmée par la péridurale. Mais ce qui se passe, c'est que dans la dose qu'on met en péridurale, souvent, il y a un peu de morphinique avec. Et donc, si ça passe dans un vaisseau, l'anesthésique locale, avec un peu de morphinique, et que ça circule, et bien, quand on est en début de travail, quand elles sont à 2-3 cm, les patientes, elles sont calmées. Et elles sont calmées pendant 1 heure. Donc, vous passez, c'est bon, madame, vous avez plus mal? Ouais, ma péridurale, elle marche, c'est bon, je vais manger. Et au final, vous ne comprenez pas pourquoi 1 heure après, on vous rappelle en vous disant elle a mal. Alors, vous remettez des anesthésiques locaux, non, je ne suis pas folle, elle a marché, ma péridurale. Et en réalité, votre péridurale, elle n'a jamais marché. C'est les morphiniques qui ont marché par voie intraveineuse. Donc la seule solution pour être sûr que vous êtes en péridurale, il y a quelqu'un qui a une idée. Allez. Non? Un autre signe? Qu'est-ce que ça fait le bloc, si on revient à tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a dit? Dès lors qu'on a un petit peu de bloc, on a 3 types de blocs. Sympathique. Sensitif. Qu'est-ce que ça fait le bloc sensitif? Ça fait un niveau sensitif qu'on peut tester au chaud, au froid, au toucher léger. Donc dès lors que vous avez un niveau sensitif, mais même le mollet gauche, avec les doses qu'on fait en anesthésie obstétricale, on n'a pas tout de suite un niveau sensitif homogène et bilatéral, mais dès lors qu'après une péridurale, vous avez fait votre début de mélange anesthésique locale avec un peu de morphinique, si vous avez un niveau sensitif, alors s'il est là, on a compris, on a peur d'être en rachis. Mais si vous avez un début de niveau sensitif, vous êtes dans l'espace péridural. Et c'est ça la meilleure preuve, et c'est ça qui doit figurer dans vos dossiers.
on en a déjà parlé, donc nos différents blocs, sympathiques, sensitifs, moteurs. Donc il y a des fois où on veut bien avoir effectivement le niveau sensitif, mais pas le niveau moteur, les femmes enceintes en particulier. 60 000 patientes en France qui en bénéficient, donc il faut quand même avoir des choses qui marchent, hein, parce que c'est un peu la version industrielle maintenant, la péridurale. Donc effectivement, les femmes, elles ont des demandes, elles veulent marcher, elles veulent se mobiliser, donc il faut arriver à ajuster nos produits pour limiter notre bloc au bloc sensitif, mais pas au bloc moteur. C'est ce qu'on appelle la notion de bloc différentiel. Je fais une différence entre mes différentes fibres et je vais faire un bloc uniquement sensitif, mais qui sera aussi sympathique parce que ça, je ne peux pas l'éviter. Qu'est-ce qu'on met dans son cathéter de péridurale? On vient d'en parler. Très classiquement, des anesthésiques locaux, donc dilués pour avoir ce bloc différentiel, et un morphinique. D'autres, vous verrez des gens utiliser des produits un peu plus récents qu'on appelle des adjuvants. Non, ce ne pas des produits plus récents, c'est des produits très anciens, mais qui reviennent à la mode, qui sont la clonidine et la néostigmine. D'une façon générale, gardez en tête pour l'instant que les 3 grands anesthésiques locaux qu'on utilise en maternité, qui sont la ropivacaïne, la lévobupivacaïne et la bupivacaïne, c'est à la louche la même puissance. Et que pour être bien en maternité, il faut travailler avec des concentrations autour de 1 mg par millilitre, soit 0,1%. Donc on a vu qu'on s'assurait que ça fonctionnait et qu'on était bien dans l'espace péridural en testant son bloc. Et puis en maternité ou en analgésie en tout cas, il va falloir, donc on a mis cette première dose d'anesthésiques locaux dans l'espace péridural, et bien, il va falloir, on a dit qu'on mettait un cathéter pour que ça dure longtemps, il va falloir remettre du produit régulièrement. Donc vous avez la possibilité de faire des réinjections itératives, c'est-à-dire que vous revenez voir la patiente, puis vous remettez un peu de produit. 80% de péridurale en France, vous ne tiendrez pas. Possibilité de mettre une seringue automatique, mais ce n'est pas extraordinaire en diffusion dans l'espace péridural. Donc actuellement, ce que les patientes utilisent, c'est ce qu'on appelle des PCEA. C'est-à-dire que c'est la patiente qui gère elle-même, dès que la douleur commence à revenir, elle appuie sur la pompe qui lui envoie un bolus et qui va donc faire revenir l'analgésie. Et quelque chose d'un petit peu plus récent, depuis 2013, et que j'aime beaucoup, c'est le bolus programmé. C'est-à-dire, comme on a vu que la seringue automatique, le débit continu, ce n'était pas génial, il y a des pompes qui vont, de façon régulière et programmable, envoyer un bolus, donc la même chose que la patiente se serait fait, de façon régulière, ce qui peut vous faire un fond d'analgésie, comme ça, toutes les heures, la machine lui donne un peu de produit, et elle peut toujours en rajouter si elle a besoin. Mais ça lui permet par exemple de s'endormir, parce que 3 heures du matin, être réveillé par la douleur, appuyer sur sa pompe, se rendormir, être réveillé, appuyer sur sa pompe, ce n'est pas obligatoirement le plus cool. Voilà pour la péridurale. Vous me suivez toujours? Alors on va combiner les deux. Si je veux que ça marche vite, fort et longtemps, qu'est-ce que je fais? Une périrachie combinée. Alors, comment ça se présente, la périrachie? Comme ça, hop, vous avez vu espace péridural, vous avez vu la perte de résistance sur sa seringue, il est dans l'espace péridural. Il a mis son aiguille de tuyau dedans, je gêne peut-être quelqu'un. L'aiguille de rachis, longue, fine, passe à travers. Clac, boum, il a poussé une racine. Chaque fois, ça me fait quelque chose. Ok, qu'est-ce qui revient dans son aiguille de rachis toute petite, toute fine? Du liquide céphalorachidien. Jolie technique, hein. Il est très très élégant hein, dans sa technique. Parce qu'il stabilise l'aiguille de tuyau, l'aiguille de rachis pour pas que ça bouge. Et là, il injecte donc ce mélange d'anesthésiques locaux et de morphiniques qui vont faire la composante rachis-anesthésie. D'accord? Donc maintenant, il va retirer son aiguille de rachis sans faire bouger son aiguille de péridurale. Parfait. Je l'ai gardé depuis l'année dernière parce que c'est vraiment très très bien. C'est interne. Et maintenant, il prépare son cathéter. Bon, alors, les cathéters, par contre, c'est des ancêtres avec un mandrin, c'est pas grave. Voilà, donc là, il glisse le cathéter dans l'espace péridural, d'accord? Donc, c'est vraiment un geste aveugle, hein. Vous ne savez pas où vous le mettez, d'où l'idée de faire attention, de tester tout ce dont on a parlé. Et voilà. Et ensuite, il fait une super bonne fixation pour que le cathéter reste jusqu'à la fin de l'accouchement. Donc là, vous avez vu la technique de péri-rachis combinée. Ok, donc, quel est l'intérêt? Dans la mesure où vous avez votre cathéter de péridurale qui va prendre le relais, vous pouvez vous dire que dans la rachis, vous pouvez diminuer la quantité d'anesthésiques locaux que vous allez injecter. Et chez les patients fragiles, par exemple, ça permettra de faire une induction plus douce.
Donc ça va être chez les patients qui sont cardiopathes, chez des patients qui ont des pathologies, ou alors une durée de chirurgie longue. C'est-à-dire que vous partez certes sur une césarienne, mais vous savez que c'est sa 4e césarienne, que la dame est obèse, que le gynéco il va suer sang et eau pour réussir à sortir cet enfant. Donc effectivement, la périrachie peut être une bonne indication. Et donc là, la périrachie, vous y êtes ? Donc on a dit un tout petit mot sur la rachie continue, effectivement, qui serait l'autre technique pour que ça dure fort et longtemps. Le fait d'aller donc, cette fois-ci, pas rechercher l'espace péridural, mais d'emblée en rachis, comme tout à l'heure, comme vous aviez fait avec la petite aiguille pour ne pas faire mal à la tête. Là, cette fois, c'est une grosse aiguille qui ressemble un peu à une tioï, quand même un ou deux gauges en dessous. Et vous allez aller jusqu'à l'espace rachidien et glisser un cathéter dans l'espace rachidien. Alors, ça marche très vite, très fort. Il faut faire très attention en termes de dose à ce qu'on injecte, parce que c'est vrai que ça a une grande puissance. C'est quelque chose qui peut nous arriver de proposer quand on fait une brèche avec la péridurale. Vous savez, je suis en train de poser ma péridurale pour une grossesse, puis ça m'a échappé, et là, le jet de liquide céphalorachidien, il n'y a pas de doute, j'ai fait une brèche. Certaines équipes, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais sans son chef, proposent de glisser le cathéter de péridurale en intratécale et du coup de faire une rachie continue, ce qui permet de colmater le trou pendant tout le temps de l'accouchement et ensuite de voir comment on gérera s'il y a des céphalées. Alors c'est sûr que ça donne une bonne analgésie, mais c'est quand même une pratique très risquée. Imaginez votre co-interne qui arrive, qui voit que la dame a un peu mal et elle lui fait une dose de péridurale en rachis-anesthésie. Ça finit en rachis total et arrêt cardiaque. Donc c'est vraiment une pratique, en tout cas déjà en anesthésie obstétricale, qui n'est vraiment recommandée que dans des cas rares, qui se voit par contre en chirurgie orthopédique dans certaines équipes, effectivement, sur des patients âgés, vous savez, ceux qui ont moins mal à la tête quand on fait des gros trous dans leur dure-mère, et qui ont des pathologies qui font que jamais on pourra leur faire une dose de rachis complète, et qui ont un dos tellement remanié que l'idée d'arriver à trouver l'espace péridural est impossible. Donc il y a quelques indications, mais ce n'est vraiment pas ça que vous verrez le plus au sein de vos blocs. Donc effectivement, la péridurale, c'est essentiellement en maternité, mais il y a plein d'autres indications, et ça vous allez le découvrir, dans des chirurgies, qu'elles soient viscérales ou urologiques, très lourdes. On sait qu'effectivement, mettre une péridurale, bien sûr, va favoriser l'analgésie. On met la péridurale, on opère le patient, on l'endort. On met une péridurale, on l'endort, que je le fasse dans le bon sens. On se sert de la péridurale ou pas. Moi, je m'en sers pendant le temps du bloc, ce qui permet de faire moins de morphinique pendant l'intervention. Et au réveil, le patient garde sa péridurale, bien sûr, c'est ça l'intérêt. Donc, garde l'analgésie de la péridurale pendant 24, 48 heures, le temps nécessaire. Donc, ça permet effectivement une réhabilitation plus rapide, ça diminue généralement le temps de reprise de transit, ça a un certain nombre d'avantages, mais en premier, le confort du patient. La même chose en chirurgie cardiothoracique. Donc là, on va être sur de la péridurale thoracique, très haute, vous vous souvenez ? Et en réanimation, en particulier sur les traumatismes très sévères thoraciques, comme celui que vous voyez sur cette radio-là, où les patients, soit vous les endormez, vous les intubez, vous les ventilez, soit vous mettez une péridurale, ils pourront rester conscients et pouvoir respirer, même avec une aide si c'est nécessaire, mais analgésiés, donc ils peuvent respirer, sinon c'est impossible. Voilà, donc finalement, l'anesthésie périmédulaire, c'est vraiment pour tout type de patients, du grand prématuré. On fait des rachis chez les tout petits, on pose des péridurales aux petits patients qui ont des pathologies abdominales très sévères et qu'on doit opérer en périnatal. Il y a peu de contre-indications. Celle qu'il faut vraiment retenir, c'est les troubles de l'hémostase. Est-ce que vous mettez une péridurale à un patient hémophile, à un patient qui a une maladie de Willebrand ? Pourquoi je vous dis ça ? La péridurale, vous vous souvenez ce qu'il y avait dans l'espace péridural, déjà qu'on ne voulait déjà pas cathétériser avec notre cathéter ? C'est des vaisseaux. Il y a beaucoup de vaisseaux. Une brèche vasculaire dans un espace aussi contraint que l'espace péridural chez un patient qui ne coagule pas bien, c'est quelque chose qui va donner un hématome extensif, un hématome qui va venir comprimer la moelle. Et ça, c'est une complication très sévère. Donc, il ne faut pas se voiler la face, ça peut nous arriver. Les signes, c'est d'avoir des douleurs en ceinture très très intenses et d'avoir souvent un bloc moteur associé. C'est pour ça que, par exemple, en salle de réveil ou en maternité, on ne fera jamais remonter un patient qui a une péridurale tant qu'il a un bloc moteur. On veut être sûr que tout est levé. S'il réapparaissait, ce bloc moteur,
c'est qu'on a un souci. D'accord? Donc, on a toujours cette crainte de l'hématome péridural. C'est exceptionnel. Avec les précautions qu'on prend, celle-là, c'est exceptionnel. D'accord? Donc, vous pouvez largement mettre des péridurales sans être traumatisé par ce que je vous ai dit, mais être averti néanmoins. On a vu qu'effectivement, donc les troubles de l'hémostase, qu'ils soient induits ou non, les antiagrégants, les anticoagulants entraînent des troubles de l'hémostase induits. Donc les patients qui sont sous héparine, AVK ou aspirine, c'est rarement une contre-indication, mais les autres antiagrégants, oui. Les patients qui ont des situations hémodynamiques non stabilisées, votre patient effectivement qui est en grand choc hémorragique, vous avez vu que notre bloc sympathique sera inévitable. On ne va peut-être pas rajouter des problèmes hémodynamiques à son problème actuel, donc on évite. Et les infections non maîtrisées. La complication, on en a dit 2 mots, mais il faut, 1, la garder en tête et 2, informer les patients. C'est qu'effectivement, dans moins d'1% des cas, après une péridurale, on peut avoir des céphalées, des migraines. Et vous, visiblement, vous l'avez tous connu au moins une fois sur les ponctions lombaires que vous avez vues. Donc c'est quelque chose qui se traite, potentiellement avec un blood patch s'il y avait besoin, mais le plus important, c'est de faire le diagnostic et de suivre ces patients tant qu'ils ont des symptômes, d'accord? Parce qu'il y a des complications, et la complication de la complication, si vous voulez. Si vous avez effectivement une brèche qui n'est pas prise en charge correctement, le patient peut développer des hématomes sous-duraux. Il y a eu des cas de décès rapportés. Donc la brèche, c'est rare, et on s'en occupe dès que ça survient. Et enfin, pour conclure, je vous dirais que la particularité quand on fait des anesthésies rachidiennes, quand on travaille en locaux régional au bloc opératoire, c'est qu'il ne faut pas perdre à l'esprit que les patients ils sont conscients complètement et qui sont donc très conscients de toutes les attitudes et tous les comportements au sein du bloc opératoire. Donc il faut faire attention à ça parce que la gaffe est vite arrivée, la vanne scabreuse. Moi j'ai vu en direct, il consolide bien pour un alcoolique. C'est pas facile à rattraper, je vous assure. Donc voilà, gardez-le à l'esprit. Et puis il me reste à vous souhaiter de bons stages, une bonne intégration dans les équipes d'anesthésie-réanimation. Vous inviter à vous intéresser effectivement à ce que fait le CARO, le club d'anesthésie-réanimation en anesthésie obstétricale. Si vous avez des vocations, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer des mails. On adore que des jeunes s'intéressent à notre spécialité parce qu'en général, quand ils terminent, ils ne sont jamais très férus de travailler en remplat, en maternité, ou enfin en tout cas, c'est vrai que ça ne fait pas partie des spécialités qui sont les préférées, particulièrement la nuit. Donc n'hésitez pas, je suis à votre écoute et merci pour votre attention. Merci beaucoup.